Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives jour J-2. Déjà, le CNRA et la RTS disent fin prêt. Ils ont procédé ce matin au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur la RTS. Célébration demain de la Journée internationale des archives. L'événement est marqué au Sénégal par une conférence publique sur le thème Archives, administration publique et transparence. Les échos de cette rencontre tenue ce matin dans ce journal. Et puis en sport, le Sénégal effectue sa deuxième sortie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 ce samedi. À suivre dans Week-end Sport qui s'intéresse aussi ce soir à l'Euro 2012. La compétition a démarré ce vendredi. Le Sénégal a toujours joué un rôle primordial dans le règlement des conflits en Afrique. L'ambassadeur du Soudan au Sénégal dixit, son Excellence Mohamed Al-Obeid Rahma a été reçu cet après-midi par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Les deux personnalités ont entre autres parlé de la tenue prochaine à Khartoum d'une rencontre sur la crise entre le Soudan et le Sud-Soudan, rencontre à laquelle participera le Sénégal. Et c'est justement en prélude à cet événement que son Excellence a eu ce face-à-face avec le chef du gouvernement. Nous l'écoutons. Nous avons discuté des questions sur les relations entre les deux pays au niveau bilatéral. Et puis je lui ai fait un briefing sur le développement des relations. Vous le savez bien, la situation entre le Soudan et le Soudan du Sud. La question suspense et les négociations qui sont en cours à Addis Ababa entre les deux pays afin de rétablir une paix générale dans la région. Nous avons discuté en ce qui concerne la commission mixte ministérielle qui est prévue d'aura lieu à Khartoum. Ça y aura la première session à Khartoum en novembre prochain. Donc une délégation du ministère des Affaires étrangères sénégalais est attendue à Khartoum en novembre prochain. Il y avait en fait, c'est prévu de signer à peu près 11 accords entre les deux pays sur plusieurs domaines. Le domaine agricole, le domaine de l'économie, le domaine de l'élevage, le domaine de la formation et tout ça. Vous le savez toujours, le Sénégal, c'est un pays africain qui, maintenant, comme vous le savez bien, il y avait des troupes sénégalais de maintien de la paix au Darfour. C'était toujours, le Sénégal paie un rôle positif vis-à-vis à la réalisation de la paix, pas seulement sur le Soudan, mais sur le continent africain entier. Je vous le disais en titre, la campagne électorale pour les élections législatives démarre dimanche prochain et pour une bonne couverture médiatique, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et la RTS se disent déjà fin prêt. Ce matin, devant les mandataires des 24 listes et coalitions engagées, l'on a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage sur la RTS. Aline Badarakan nous en parle. La carte de la transparence à fond pour une campagne équilibrée. Le CNRA donne le signal, le tirage au sort de l'ordre de passage des 24 listes et coalitions sur la RTS est ainsi effectué. 3 minutes de temps d'antenne tous les jours pour les 24 listes et coalitions, 24 un record dans une campagne électorale. L'expérience du CNRA sera déterminante. Nous avons déjà fait 2 présidentielles, nous avons déjà fait une locale, une sénatoriale et je crois que fort de cette expérience-là, le Conseil national de régulation, autant que faire se peut, va assurer. Même son de cloche du côté de la RTS, elle va miser sur son expérience. Déjà, toutes les dispositions ont été prises. Nous avons déjà mis en place les 24 équipes qui vont accompagner les 24 coalitions pour ces élections législatives. C'est une première, c'est la première fois que nous avons un nombre aussi important de coalitions de partis pour une élection. Eh bien, la RTS a fait le nécessaire et j'espère que tout va bien se passer.
Durant 21 jours, le CNRA et la RTS vont travailler en étroite collaboration. Ils ont la difficile tâche d'assurer une couverture médiatique équitable de la campagne pour les élections législatives. Je vous donne justement lecture de ce communiqué du CNRA. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a relevé pour s'en féliciter durant cette période de pré-campagne qui s'achève le samedi 9 juin 2012 à minuit le respect par la quasi-totalité des médias de l'audiovisuel et de la presse écrite des dispositions de l'article L63 du Code électoral relative à l'interdiction de la propagande déguisée. Toutefois, il résulte du dernier rapport de suivi et de veille du CNRA en date du 7 juin 2012, un glissement de certains propos rapportés par les médias vers les violences verbales, les propos discourtois et les attaques qui sont de nature à violer les lois et règlements en vigueur en la matière. En conséquence, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres pour que l'équilibre et le sens de la mesure prévalent dans les propos et que les temps d'antenne mis à la disposition des listes et coalitions de listes de candidats soient utilisés aux seules fins d'une campagne électorale responsable, gage d'un scrutin apaisé. Pour l'Assemblée du CNRA, signée la présidente. À propos des législatives toujours, des femmes et des jeunes leaders politiques ont été renforcés en technique de communication. L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement en est l'initiatrice. La formation concerne notamment des investis sur les listes électorales. Objectif, encadrer et aider ces potentiels députés à formuler des argumentaires de campagne. Fanta Badji. Représenter dignement les citoyens à l'hémicycle répond à un certain nombre de critères et tous les candidats investis sur les listes électorales n'ont pas forcément le profil adéquat. L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement a décidé de préparer les futurs députés à leur mission. Comment on peut améliorer la manière de faire la politique en investissant sur les personnes, les ressources humaines qui sont les piliers de cette politique-là. Il y a le respect de notre Constitution. Il y a le respect du caractère républicain de l'État, du caractère laïque de l'État. Il y a le respect de nos identités culturelles. Il y a le respect en un mot de l'unité nationale. 5 groupes de 10 coalitions de partis sont identifiés pour un renforcement en technique de communication politique. Les personnes ciblées vont bénéficier d'un accompagnement et d'un encadrement qui vont les mettre en situation d'élu du peuple. En tout cas, les femmes qu'on a déjà vues, elles savent parler, elles savent ce qu'elles veulent. Ce qui manque, encore une fois, c'est ce lien entre ce qu'elles réclament et la position qu'elles vont avoir dans le futur, dans le Parlement. Les femmes ont déjà fait leurs preuves et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant de la vie politique et sociale où il faudrait peut-être faire un changement. Et faire un changement dans le bon sens. La stratégie globale de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement est d'apporter une plus-value au mandat des députés. La même démarche sera reconduite pour les prochaines élections locales. Encore un autre communiqué. Le préfet du département de Dakar rappelle aux représentants de listes de candidats au scrutin législatif du 1er juillet 2012 qu'ils doivent impérativement déposer à ses services aux dates ci-après la liste de leurs représentants aux différents bureaux de vote et celle de leurs mandataires par lieu de vote. Le lundi 11 juin 2012 au plus tard à 17h, dépôt de la liste des membres de bureaux de vote. Le mercredi 20 juin 2012 au plus tard à 17h, dépôt de la liste des mandataires par lieu de vote. En raison de la charge de travail induite par l'accroissement des listes à traiter, 24 au total en vue de pourvoir 885 bureaux et 121 lieux de vote, le préfet invite les intéressés à accorder une importance à ces phases du processus électoral, signé Ibrahima Sakho. L'actualité ce vendredi, c'est aussi la 13e session de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches qui s'est ouverte à Dakar. Il s'agit durant cette rencontre de 2 jours d'examiner et d'adopter une convention révisée sur les conditions d'accès aux ressources halieutiques de l'espace compris entre la Mauritanie et la Sierra Leone. Les détails, c'est avec Moussa Mané.
Conscient de la nécessité de conserver et de protéger les ressources halieutiques sur la façade maritime allant de la Mauritanie à la Sierra Leone, les États membres de la Commission sous-régionale des pêches ont mis en place en 1993 à Praia, au Cap-Vert, un cadre juridique. 20 ans après, cet instrument de régulation semble dépassé compte tenu de l'évolution du secteur de la pêche. Face à l'agression, face et au moins développée par ceux qui interviennent dans nos eaux, je pense qu'il est important de conjuguer nos maigres efforts pour faire face, puisque cette ressource se raréfie de plus en plus, alors qu'elle fait l'objet, en tout cas, elle doit faire l'objet de protection, parce que d'abord pour alimenter nos populations, mais également pour booster nos économies. Donc il est normal qu'en fait, de temps en temps, qu'on se retrouve pour harmoniser les positions, corriger et améliorer effectivement la Convention. Il s'agit en effet d'harmoniser à long terme les politiques des États membres en matière de préservation, de conservation et d'exploitation durable des ressources halieutiques. Un accent particulier sera mis sur le renforcement de la coopération sous-régionale au profit du bien-être des populations. Nous avions une convention qui date de 1993, mais qui prenait essentiellement les activités de la pêche industrielle. Or, aujourd'hui, il faut le reconnaître, le Sénégal est tout de même confronté effectivement à un problème de surcapacité de pêche. C'est pourquoi chaque année, le Sénégal donc, évidemment négocie avec les pays voisins, tels que la Mauritanie, la Guinée-Bissau et les autres pays. Mais en fait, il faudrait réellement qu'on entre justement dans le cadre de cette convention, qui est une approche régionale. Parce que c'est vrai qu'on peut régler des problèmes à court terme en signant des licences, des accords bilatéraux avec les pays, mais il faut un cadre global d'abord de coopération. Au sortir de cet atelier de 2 jours, une position commune sur la surveillance des pêcheries dans l'espace de la Commission sous-régionale des pêches sera adoptée. Un espace réputé poissonneux avec des captures estimées à 1,5 million de tonnes par an. Autre rencontre qui se tient à Dakar, celle organisée par l'IED, l'Innovation, Environnement et Développement et le GREP, réseau des journalistes spécialistes des questions environnementales. Il s'agit en effet d'une session de mise à niveau et l'objectif est de permettre aux professionnels de la communication de se familiariser avec les notions clés de l'agroforesterie et ou la gouvernance des ressources naturelles. Youssouf Kaba. Une rencontre de mise à niveau essentiellement destinée aux journalistes et aux professionnels de la communication. Elle permet de les familiariser avec les concepts et les vocabulaires spécifiques à l'agroforesterie ou à l'environnement de façon générale. L'économie agricole dépend fortement de la valorisation des ressources naturelles. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut valoriser et qu'il faut mettre à l'échelle. Et cette mise à l'échelle-là dépend essentiellement de la participation des médias, parce qu'effectivement, il s'agit d'un défi de communication. La portée d'une telle démarche est à rechercher dans le partenariat entre les organisations non gouvernementales comme l'IED, Innovation, Environnement, Développement, et les réseaux de journalistes et spécialistes de ces questions. L'objectif est de communiquer de manière claire et sans ambiguïté sur les résultats de recherche expérimentés sur le terrain. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur la valeur et l'importance de l'arbre, un peu dans la gestion de l'environnement et dans la gestion même des questions économiques de façon générale. Je crois que l'atelier a été très riche de ce point de vue et le constat que je fais, c'est que nous, journalistes, de façon générale, nous avons intérêt à davantage nous intéresser à ces questions qui souvent ne sont pas traitées malheureusement dans les médias. Je pense que l'information qui a été fournie par l'expert doit nous orienter vers la production, vers des reportages, des magazines à réaliser, parce que les questions de développement, au-delà de l'arbre, c'est des questions de développement qui sont posées et je pense que les journalistes doivent aujourd'hui de plus en plus aller dans le sens de traiter ces questions avec justement une approche qui permet vraiment d'être utile pour les décideurs, pour que les décideurs puissent prendre les bonnes décisions. Le partenariat est déjà scellé, d'autres rencontres de cette nature seront organisées dans les meilleurs délais. Les connaissances acquises lors de cette session de mise à niveau vont faciliter la compréhension de certaines notions spécifiques à l'agroforesterie.
Je vous le disais en début de journal, les archivistes du monde célèbrent demain la Journée internationale des archives. L'édition 2012 est consacrée ici au Sénégal au thème Archives, administration publique et transparence, un thème d'actualité qui met en évidence l'importance des archives dans la bonne gouvernance. Une conférence publique s'est tenue ce matin à cet effet, nous dit Ndeye Aïda Dia. La disponibilité d'archives authentiques est gage de transparence. L'archivage permet entre autres de situer la traçabilité des actes administratifs. Les archives sont en effet les seules preuves à partir desquelles on peut assurer le fonctionnement et la traçabilité des activités administratives sous la responsabilité de ceux qui les exercent. Les archives sont les seuls documents informatifs qui peuvent, du point de vue de leur authenticité, apporter à l'administration elle-même, aux juges ou aux citoyens la preuve que les actes posés l'ont été dans le cadre du respect de la loi et des procédures administratives. Si l'importance des archives dans la bonne gouvernance n'est plus à démontrer, il reste que des défis sont à... Une bonne prise en charge des archives qui passe nécessairement par une maison des archives, le recrutement de personnel suffisant et en qualité pour la bonne gestion des archives. Les archivistes comptent donc sensibiliser les autorités sur ces questions de logistique et de financement. Cela pourrait faciliter la prise en charge du réseau archiviste national. Il s'agit de corréler l'ensemble des informations administratives des régions et départements du Sénégal. Et par rapport à la célébration de la Journée internationale des archives toujours, la rédaction s'est intéressée au service des archives de la RTS. Installé depuis 1982, ce département a la lourde tâche de garder jalousement la mémoire audiovisuelle du Sénégal. Le projet de passation de l'analogie au numérique est en cours d'exécution et cela devrait permettre une meilleure gestion des archives de la radio-télévision sénégalaise. Claire Diop. La télévision nationale était un projet de l'UNESCO réalisé en 1972. Au lendemain de sa naissance, il était impératif de créer une direction des archives. En 1982, le service de documentation TV Filmothèque est créé. Il a la lourde responsabilité de garder la mémoire audiovisuelle du pays. L'enjeu est fondamental. Alors, en 1982, lorsque ces archives ont été créées, bien sûr, il y avait déjà des archives. Parce que déjà avec le démarrage de la télévision, il y avait déjà des archives sur plusieurs supports. Les 1 pouce, les 2 pouces, les 3/4 de pouce, les bêtas, il y a eu des bêtas simples, les bêtas SP. Et vous savez qu'avec le développement de la technologie, alors vous vous rendez compte, il y a eu tellement de changements. Et vous savez, actuellement, on tend à sortir de l'analogie pour aller au numérique. La direction se veut un patrimoine historique d'une immense valeur culturelle. Le travail se fait de façon continue tous les jours de 8h à 20h, conformément aux exigences de la télévision. Au début, c'est comme la naissance d'un enfant. Vous savez, il y a un enfant qui naît et bien sûr est déclaré. Hein? Cet enfant porte un nom, la date de naissance, le lieu de naissance et compagnie. Alors ces bandes-là et ces éléments sont conservés dans les risques, comme ce risque que vous voyez là, où il y a bien sûr le numéro d'entrée numérique, bien sûr avec l'analyse, la date d'an, la date de diffusion, parce que nous, en fin de compte, notre travail consiste chaque matin à aller dans les cabines de montage et à pratiquement recueillir le journal télévisé dans son intégralité, que ce soit l'actualité nationale, que ce soit l'actualité internationale. Le service permet aux journalistes, producteurs et réalisateurs d'accéder aux images et sons d'archives de la façon la plus rapide et la plus précise possible. La direction dispose du logiciel EDICBase depuis 1985. Cela permet une bonne gestion des archives. Depuis lors, ça nous facilite la tâche. Parce que déjà, avec le début, on avait quand même quelques difficultés. Parce que là, il faut tout faire pour permettre, comme je l'ai dit tantôt à l'utilisateur, d'accéder à ces éléments, de faire son travail correctement. Vous savez, nous participons de façon responsable à la confection du journal télévisé. Alors, pour revenir juste un peu, vous savez, un journaliste qui va à un reportage, qui fait son élément. Alors pour étoffer cet élément-là, avant de faire son commentaire, il peut avoir besoin d'archives
pour pouvoir mieux faire son travail. N'empêche, les difficultés demeurent encore au niveau du service. Avec l'avancée de la technologie, une mise à jour s'impose. Nous poursuivons un TGV. Parce que vous savez, il faut pour être vraiment au top, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, c'est des machines pour nous permettre d'aller vite. Le personnel aussi. Heureusement que le personnel est sorti de l'EBAD. Ce sont des femmes avec qui je travaille et qui vraiment font du très bon boulot. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le service quitte l'analogique pour le numérique. Le projet est en cours d'exécution. Le but est de mieux préserver cette mine d'or pour les générations futures. Claire Diop, nous allons à présent faire connaissance avec la première femme directrice des Archives nationales du Sénégal. Son nom, Fatoumata Cissé, portrait d'une femme consacrée pour son expérience et sa fidélité à une institution à laquelle elle a tout donné. C'est avec Amadou Aramtia. Ces couloirs et ces rayonnages, voilà 26 ans que Fatoumata Cissé les arpente pour classer ou rechercher des documents. Son long parcours pour la conservation et la sauvegarde de la mémoire collective vient d'être couronné à travers sa nomination à la tête de la direction des Archives nationales du Sénégal. Après ma formation à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste pour le premier cycle, j'ai été recrutée affectée à la direction des Archives du Sénégal en 1985, exactement le 2 septembre. Et j'ai toujours servi aux Archives nationales, que j'ai momentanément arrêté pour reprendre le chemin de l'école pour ma formation au second cycle. De sa tendre enfance dans la banlieue dakaroise aux Archives nationales, Madame Diarra parle de sa trajectoire avec une humilité qui frise la timidité. Cette consécration qu'elle accueille comme un signe du destin peut être aussi l'accomplissement d'une vision prémonitoire de son père qui lui avait recommandé les études archivistiques à la place du CESTI qu'elle avait pourtant réussi en même temps que l'EBAD. Et quand j'ai été reçue à ces deux écoles, j'ai eu un dilemme. Parce qu'à l'EBAD, j'avais déjà commencé pendant une semaine les cours. Quand j'ai eu connaissance de mon admission au CESTI, je m'en suis ouverte à ma famille. Mes parents m'ont demandé de continuer à l'EBAD. Comme c'est la parole des parents qui prime, je me suis résolue à continuer mon cursus à l'EBAD. En attendant qu'elle imprime sa touche féminine, Fatoumata Cissé ne manque pas d'ambition pour cette institution et les acteurs qui l'animent. Comme chantier, nous allons amener les pouvoirs publics, les sensibiliser pour qu'ils nous dotent d'une maison des archives fonctionnelle et adaptée. Femme de rigueur, musulmane pieuse et pratiquante, elle aime paraître sous les habits d'une mère de famille simple, partagée entre son travail, l'éducation de ses enfants et les petits soins à son époux. Madame Diarra est une femme de caractère. Madame Diarra est une femme qui aime la perfection. Comme par devoir de mémoire pour sa lutte pour la protection du patrimoine national, la postérité retiendra par devoir de mémoire aussi le nom de Fatoumata Cissé comme première femme directrice des Archives nationales du Sénégal. Sur un tout autre chapitre maintenant, et nous parlons de Pedro Pires, l'ancien président du Cap-Vert en visite au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'homme, symbole de la lutte anticoloniale, a exhorté les Africains à bâtir leur futur dans le respect de la démocratie. Oumou Kalsoum Sall. C'est une note de marque que le département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines a reçu ce jeudi. Le choix n'est pas fortuit. L'histoire récente de l'Afrique est intimement liée à celle du président de la fondation Amilcar Cabral. Là, nous avons le symbole de toute une page de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Une page de lutte pour l'indépendance. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est une page de lutte pour l'indépendance. Mais aussi, Pedro Pérez ne représente pas seulement que cette page de la lutte pour l'indépendance.
c'est aussi le symbole de cette Afrique qui se libère. Vous êtes un exemple de la bonne gouvernance. Un de ces rares chefs d'État a osé faire un mandat, l'accomplir, commencer un autre et quitter le pouvoir de la meilleure des manières, c'est-à-dire en toute liberté. Cette visite est un honneur pour l'UCAD. Pedro Pires reste une référence en Afrique. À 77 ans, il quitte le pouvoir démocratiquement. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Mo Ibrahim, un prix qui est resté auparavant 2 ans sans être attribué. La Fondation Mo Ibrahim, avant de décerner son prix, fait des enquêtes, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, pour savoir exactement est-ce que les personnes qui sont désignées, ou en tout cas proposées, méritent bien le prix. En visitant le département histoire de l'UCAD, Pedro Pires a voulu rendre hommage à de valeureux Sénégalais. Je voudrais manifester tout mon respect au président Senghor, au temps du colonialisme expansionniste, au temps du racisme, au temps de la discrimination raciale. Tant de choses, avoir le courage intellectuel de réclamer la négritude. Pour ce symbole de l'engagement de la libération et de l'émancipation des Africains, l'indépendance africaine n'est pas encore totalement acquise. Un futur meilleur se prépare dès à présent. En 2050, le monde aura le problème de la sécurité alimentaire. 63% des terres cultivables non cultivées sont en Afrique. On pourra être le grand fournisseur alimentaire du monde. Lors de cette visite, la collaboration prochaine entre l'UCAD et des institutions capverdiennes a été évoquée. Une remise de cadeaux au président Pedro Pires a mis fin à cette visite. Saint-Louis du Sénégal et la Nouvelle-Orléans, histoire comparée et croisée de 2 cités portuaires de part et d'autre de l'Atlantique du XVIIe au XXIe siècle. C'est le thème d'un colloque qui se tient à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La rencontre qui réunit plusieurs sommités du monde universitaire ambitionne de déterminer les caractéristiques et le degré de connectivité de Saint-Louis du Sénégal et de la Nouvelle-Orléans. Mortal Diop. La rencontre a réuni des historiens, des anthropologues, des sociologues, des étudiants, entre autres. Ils sont venus du Sénégal, de la France et bien sûr des États-Unis. Tout ce beau monde va pendant 4 jours croiser le regard sur l'histoire comparée de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans, deux villes de l'Atlantique qui partagent beaucoup de similitudes. L'exercice revêt un intérêt particulier. L'intérêt de cette rencontre, c'est de voir au-delà du local, voir des facteurs qui ont déterminé l'histoire globale de ces 2 villes qui ont en commun la présence française sous sa forme coloniale. Faire sauter un peu les frontières, voir comment les gens ont ou peuvent circuler, comment les idées peuvent circuler. Et ce sera l'objet de ce colloque, de confronter les situations. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui abrite la rencontre, salue cette initiative. Je me réjouis de constater que le thème de ce colloque a suscité dès son annonce de nombreuses marques d'intérêt ainsi qu'une forte mobilisation de la communauté scientifique. Le but recherché de ce colloque est de produire des travaux innovants sur le patrimoine historique de la ville de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans dans une perspective comparative. Un autre colloque du même genre va être organisé en avril 2013 à la Nouvelle-Orléans. Les actes des 2 colloques seront consignés dans un ouvrage qui sera publié sous peu pour la postérité. Dans l'actualité nationale toujours, le réseau des femmes du Nord a 1 an et ses membres ont fêté l'anniversaire jeudi et tiré le bilan des activités menées depuis sa création. Elles ont pour nom ces activités formation, promotion de l'entrepreneuriat ou encore recherche et obtention de financement pour les membres. Aramnao.
C'est un réseau fier et comblé qui boucle sa toute première année d'activité. Il s'était lancé le défi d'encourager et d'assister les femmes du Nord à mieux s'insérer dans le tissu économique du Sénégal. Aujourd'hui, les responsables se félicitent d'avoir offert des débouchés à des milliers d'adhérentes. Nous avons insufflé aux membres de notre réseau un esprit entrepreneurial qui fait que toutes nous ont soumis des projets dans des domaines aussi divers que le commerce, la teinture, la transformation céréalière, l'agriculture et l'élevage. Ces projets, grâce au partenariat de notre cabinet conseil en project management MJP Afrique, ont été étudiés, réécrits, budgétisés et soumis à des bailleurs de fonds pour financement. Le réseau des femmes du Nord s'est fortement élargi depuis sa création. Il est passé de 11 antennes à 42, avec des membres répartis entre les régions de Saint-Louis, Matam, Thiès et Dakar. On ne peut pas ne pas s'émerveiller devant un tel résultat en 365 jours. Je pense que c'est énorme et que ça mérite des applaudissements. C'est à travers ces antennes que le réseau appuie les adhérentes. Il leur trouve formation et subventions. Cette année, nous avons 3 projets majeurs à réaliser. Une ferme laitière pour notre antenne de Thiès. Nous voulons aussi monter une unité de transformation céréalière pour notre antenne de Pikine CFA. Et nous voulons aider notre antenne de Tchalaga à acquérir une motopompe d'irrigation et à clôturer son périmètre agricole. Les chefs d'antenne de la banlieue de Dakar sont rentrés avec 500 000 francs CFA chacune, des financements qui leur permettront de renforcer leurs activités en attendant que d'autres bailleurs réagissent. L'actualité hors de nos frontières, l'Égypte aura bientôt sa nouvelle assemblée chargée d'élaborer la constitution du pays. Les 100 membres vont être désignés la semaine prochaine et le principal enjeu de cette assemblée reste sa composition. Des mesures seront prises pour que cette constitution ne soit dictée par les intérêts islamistes. Des partis politiques et les militaires se sont mis d'accord. Les 100 membres de l'Assemblée chargés d'élaborer une nouvelle constitution égyptienne seront à nouveau désignés dans une semaine. Principal enjeu de cette Assemblée aux commandes de l'avenir institutionnel de l'Égypte, sa composition. 39 sièges reviendront à des députés siégeant à la Chambre basse du Parlement, 6 iront à des juges, 9 à des experts juridiques. Quant aux forces armées, à la police et au ministère de la Justice, chaque institution aura son représentant. Une assemblée constituante issue également de la société civile, avec 13 membres de syndicats et 21 personnalités publiques. Les religieux seront eux aussi des débats. Quant à la méthode, chaque prise de décision devra recueillir l'appui d'au moins 67% des votants. Une mesure pour garantir que la nouvelle constitution ne sera pas dictée par les seuls intérêts islamistes, les frères musulmans étant majoritaires au Parlement. Une critique à l'origine d'un mouvement de contestation en mars dernier. Boycotté par les libéraux, les coptes et les sunnites, la justice égyptienne avait suspendu la première assemblée constituante où les parlementaires occupaient la moitié des sièges. Un pas très attendu en Égypte. Les 16 et 17 juin, les électeurs doivent départager les candidats arrivés en tête au premier tour de la présidentielle. Mais nul ne sait encore quel sera le rôle ou l'étendue des pouvoirs du futur président. En Syrie, les observateurs de l'ONU sont enfin parvenus à gagner les lieux du massacre d'Al-Kouber, massacre qui aurait fait plus de 50 morts. L'opposition et le régime s'accusent mutuellement d'être responsables. Kofi Annan, lui, a reconnu devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'échec de son plan de paix. Véritablement, ils crient leur colère contre le régime de Bachar al-Assad. Partout dans le pays, des milliers de Syriens sont descendus dans les rues, comme ici à Alep ou encore à Douma, dans la banlieue de la capitale Damas. Exaspérés, ces manifestants réclament des armes. Ils ne supportent plus l'impuissance de la communauté internationale, une communauté qui ne parvient pas à faire stopper les violences. Dernier exemple, mercredi, des dizaines de personnes auraient été massacrées dans le village d'Al-Kouber, au centre du pays. Nouveau tollé international. Ce vendredi, les observateurs de l'ONU ont enfin réussi à se rendre sur les lieux. Jeudi, l'armée les en avait empêchés. Les observateurs vont donc tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé à Al-Kouber.
L'opposition accuse les milices pro-régime, les Chabia, d'avoir massacré 55 personnes au moins, dont des femmes et des enfants. Mais le gouvernement syrien dément. La télévision syrienne répète la version officielle. 9 personnes ont été tuées par des terroristes. Pendant ce temps, les violences se poursuivent. À Homs, l'armée a bombardé le quartier rebelle de Kaldiyeh. Devant le Conseil de sécurité jeudi, Kofi Annan a reconnu l'échec de son plan de paix. En visite à Washington ce vendredi, il a à nouveau appelé à accroître les pressions sur le régime de Bachar al-Assad. Et nous revenons à présent à l'actualité sénégalaise. Il était une fois Abdoulaye Wade. Ce n'est pas un conte, mais le titre d'une compilation de chroniques politiques de Mamadou Thiam. Spécialiste en communication, l'auteur a rassemblé dans un livre une trentaine de chroniques qui, en filigrane, laissaient entrevoir la chute du maître du jeu. Il était une fois. Le procédé est énonciatif à la manière des légendes, mais le chroniqueur se situe dans un réel de l'ère Wade, style mordant, parfois proche de la satire, dans une richesse lexicale que l'on savoure, nous dit Oumar Diaw. En quelques 120 pages, Mamadou Thiam livre une trentaine de chroniques signées entre 2008 et 2012 et parues dans un magazine hebdomadaire dakarois. L'idée d'en faire une compilation s'est matérialisée. Il publie chez l'Harmattan son recueil sous le titre « Il était une fois Abdoulaye Wade ». Un protocole énonciatif rappelant le conte, mais le chroniqueur s'inscrit dans le réel d'un président qui rate la dernière marche. Le président Abdoulaye Wade n'a pas pu réussir justement à poser le dernier acte de grandeur que l'on attendait de lui, d'entrer dans l'histoire paradoxalement en s'effaçant. Spécialiste de la communication politique qui se garde bien de se considérer comme journaliste, Mamadou Thiam, à travers ses chroniques, laisse entrevoir errements et erreurs qui ont perdu un président obstiné à ne pas comprendre que les jeux étaient faits. Quand vous gérez le pouvoir, le plus grand risque, c'est que vous soyez victime de ce qu'on appelle le déni de la réalité. Donc moi, ce qui m'importe, c'est moins Abdoulaye Wade, c'est le président. Si le passé garde une importance mémorielle, il a moins d'influence que le présent sur le futur que regarde l'auteur. L'inévitable alternance de 2012, qui a sonné la fin du pouvoir wadien, a porté un apprenti au pouvoir. La patrie importe plus que le parti. Sous ce rapport, le président Macky Sall se positionne justement dans une logique hors partisane, hors familiale. Au-delà de la qualité littéraire et de la lucidité de l'analyse, c'est la finesse du style qui accroche. Tantôt railleur, tantôt ironique et critique, Thiam s'interdit de caricaturer. Il reste dans un ton constamment élégant. La manière de dire les choses, des fois, importe plus que les choses en soi. Alexandre le Grand Wade, balade en banlieue, de quoi Wade est-il le nom, allô le palais, ici l'enfer, quelques titres évocateurs de chroniques piquantes, souvent précédés d'une citation d'une célébrité philosophique ou politique, comme celle-ci. Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent être réalisés. Avec le pouvoir, ils survivent rarement. Castro dixit, Wade exit. Mamadou Thiam l'a écrit, il était une fois. Oumar Diaw, demain samedi, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va abriter la journée d'intégration des étudiants ressortissants de Marloti, village situé dans les îles du Saloum. Le thème de cette année est unité et solidarité pour un développement harmonieux de la localité. Pour plus de détails, voici Babacar Diouf, le président de l'amicale, au micro de Moussa Mané. C'est la première journée d'intégration organisée par les étudiants et stagiaires ressortissants de Marloti, dans le but de raffermir les liens de solidarité et de parenté entre les jeunes, surtout cadres et étudiants de Marloti. Nous allons démarrer par un match de football. C'est la finale du tournoi qui aura le samedi à partir de 9h au terrain du Veto. Ensuite, il y aura une animation folklorique de la troupe Passe-Passe, folklorique de Passe-Passe de Marloti. Ensuite, à partir de 15h, on va commencer la conférence qui sera animée par M. Diène, le professeur d'histoire-géographie, qui est aussi de Marloti. Et ensuite, pour clôturer l'événement, nous allons organiser une soirée dansante au niveau de la salle du Veto. Donc nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les cadres de Marloti de venir assister à l'événement, de nous soutenir aussi. Parce que le développement de la localité de Marloti vraiment est basé sur le potentiel intellectuel des gens de la localité. Donc nous lançons un appel à tous les cadres et à tous les gens ressortissants de Marloti de venir assister à la journée et de faire leur contribution pour la bonne marche, pour la réussite de cet événement.
La troupe théâtrale Royukai de Thiès fête son anniversaire. Elle a été créée pour rappel en 2005 au programme Formation sur les techniques de théâtre, soirée dansante et match de football. Voici maintenant son président Alioune Aïdara au micro de El Hadj Malick Cissé. Cet anniversaire, nous allons l'organiser donc pour rendre hommage à un élément de Royukai qui nous a quittés, Gaussou Koné. N'est-ce pas? Voilà. Et nous invitons toute la population thiessoise donc de venir nombreuse nous soutenir ces 2 jours. Au programme, nous avons un match de football organisé donc entre les artistes comédiens et l'équipe nationale du parrain Baye Djibi Fall. Alors il y aura aussi une formation sur les techniques du théâtre donc animée par Ablaye Diakhaté, le grand monsieur Ablaye Diakhaté, qui mérite d'être soutenu également parce qu'il a osé donc ouvrir une école de formation théâtrale à Thiès, et Ibrahima Mbaye Sopé donc à Thiès, Inch'Allah. Le 9 aussi, il y aura une grande soirée théâtrale. Donc nous avons invité toutes les troupes de Thiès et du Sénégal donc pour fêter avec nous donc cette 8e édition. Et sans oublier de vous faire savoir que cette troupe donc a représenté dignement la région de Thiès lors du Festival national des arts et culture. D'ailleurs, la troupe est primée, donc 3e prix du théâtre. Un mot sur les activités du président de la République, Macky Sall, qui s'engage à soutenir encore plus l'armée nationale avec plus de moyens pour qu'elle puisse assurer sa mission régalienne de sauvegarde du territoire national. Annonce faite par le chef de l'État en visite au 12e bataillon d'instruction militaire Dakar-Bango de Saint-Louis. C'est au lendemain du premier conseil des ministres décentralisé sous l'ère Macky Sall. Retour sur les temps forts de la visite du chef de l'État à Saint-Louis, c'est avec Pabiram Biguène. Le séjour du chef de l'État dans la capitale du Nord constitue un symbole fort de la nouvelle marche d'une république qui se veut sobre et efficace, avec en toile de fond une gouvernance proche des populations. Saint-Louis a donné le coup d'envoi de cette nouvelle ère aux côtés du président de la République. Marque de reconnaissance envers l'autorité, un accueil chaleureux dans la pure tradition saint-louisienne, les prémices d'un avenir radieux pour toute la région. Le premier conseil des ministres décentralisé sous l'ère Macky Sall a été fructueux, avec des séries de projets pour relancer tous les secteurs d'activité, assurer le développement économique et social du nord du pays. L'acte posé est riche en enseignements. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous avons besoin d'une sorte de fusion entre les populations et l'État. Lendemain de conseil des ministres, le président de la République effectue une démarche historique. Macky Sall, premier chef d'État, a foulé le sol de Dakar-Bango au 12e bataillon d'instruction militaire de Saint-Louis. Ici, on enseigne l'art de la guerre aux recrues. En rang serré, ils exécutent un cri de guerre qui résonne tous les jours au camp. Le président de la République attentif devant le parcours du combattant, les débuts d'une formation militaire de haut niveau. L'autre aspect de la visite, c'est la partie équipement du camp militaire, avec des parties à réfectionner et des conditions d'hébergement à améliorer. Il y a aussi des acquis à consolider, à l'image de la salle de musculation, un espace sportif, un bloc pédagogique et administratif. À l'école Prytanée militaire Charles Thiororé, un projet d'ouverture à la gente féminine est prévu. Une visite qui se termine par la signature du livre d'or de l'institution militaire. Je suis venu voir les soldats pendant leur formation, pendant leur instruction, voir dans quelles conditions ils sont logés, dans quelles conditions ils sont nourris, et surtout dans quelles conditions ils sont instruits. Le commandement militaire m'a fait le point. Il manque des moyens qui seront donnés. La modernisation va se poursuivre, mon général, dans le cadre du plan d'équipement des armées et par des mesures spécifiques également. Nous allons vous renforcer afin d'améliorer sensiblement le moral de la troupe. Je pense que notre armée nationale mérite la reconnaissance de toute la nation.
C'est une armée républicaine, c'est une armée professionnelle, respectée dans le monde. Il faut donc qu'elle soit mise dans les meilleures conditions et je m'emploie à cela. Pour accompagner le chef de l'État, le 12e bataillon d'instruction a exécuté son chant du combattant. Gloire à l'armée, au patriotisme du soldat, marqué par un professionnalisme sans faille. Et puis en cours de route, le chef de l'État a fait un détour au village de Bango, menacé par l'avancée du fleuve, avec son lot de désagréments. Macky Sall l'a constaté de visu et toujours ce souci d'être proche des populations. L'acte final du séjour du président de la République, c'est la traditionnelle prière du vendredi à la grande mosquée de Saint-Louis. Les populations sont ensuite sorties en masse pour lui dire au revoir et merci. Merci pour toute la marque de considération et d'estime et tous les projets de développement en vue dans la région. Et c'est l'heure de Week-end Sport maintenant. Avec moi sur ce plateau, Koumba Diakhaté-Mar. Bonsoir Koumba. Binta, bonsoir. Voilà, Koumba, d'abord du football, avec la deuxième sortie du Sénégal en éliminatoire de la Coupe du Monde ce samedi. Et à ce propos, Binta, un message d'encouragement leur a été transmis, ces Lions, par le ministre des Sports à travers ce communiqué. Cher Lions, après votre remarquable entrée en jeu dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, Brésil 2014, avec une brillante victoire sur le Libéria, vous vous apprêtez à disputer votre second match contre l'Ouganda à Kampala. À cet effet, je vous transmets les encouragements de son Excellence le président Macky Sall, président de la République, de son Premier ministre